rencontrera régulièrement le gouvernement. Quand il y a un projet qui vient là, le député sera à même de discuter de ce projet-là, d'aller à l'Assemblée avec le projet, d'aller sur les radios et défendre le projet, qu'on soit de unir, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit des indépendants, en maîtrisant le projet. Donc nous voudrions avoir des députés efficaces, que les députés sachent qu'ils sont élus et non, mais qu'ils sachent qu'ils ont plus de pouvoir que les ministres. Et la dernière chose à ce niveau, c'est que je voudrais que nos débats à l'avenir soient retransmis sur les chaînes nationales ou les chaînes privées, que les Togolais sachent quel type de députés ils ont. Cela leur donnera une certaine visibilité et aussi ça leur permettra d'être efficaces, de débattre. Et les Togolais sauront que nous avons vraiment des députés qui connaissent, qui ont de la matière, qui peuvent répondre valablement au nom du peuple togolais. Oui, Firmet Teko Argo, une question qui est posée dans l'opinion nationale, c'est quelles sont les réformes qui pourraient stabiliser de façon durable la situation politique togolaise, quand on sait que tout le monde est d'accord sur les réformes, mais c'est le contenu et son applicabilité qui pose problème. Vous savez, le fait que tout cela pose problème, suscite toujours de débat, en réalité, pour moi, ça ne devrait pas être le cas. Parce que vous imaginez, on peut faire les réformes aujourd'hui, mais est-ce que les conditions de vie et de travail des Togolais vont changer? C'est la question qu'on se pose. Mais politiquement, le Togo, oui, bien sûr. Oui, le Togo sera stabilisé. Les politiciens vont trouver leur compte. Les politiciens vont se porter mieux. Parce que quand on fait les réformes aujourd'hui, on va limiter le mandat. Qu'est-ce que votre grand-mère qui a gagne dedans? Aujourd'hui, quand on va limiter le mandat, quand on va donner plus de pouvoir au Premier ministre, qu'est-ce que nous, socialement, nous allons gagner? Qu'est-ce que celui-là qui a peut-être 100 000 au boulot ou celui-là qui a 50 000 va gagner? Est-ce que le salaire va être multiplié par deux? C'est le revers de la démocratie, ça. On va en parler, mais c'est le revers de la démocratie. Les Togolais veulent plus de réformes. Bon, aujourd'hui, pour que le pays soit stabilisé sur le plan politique, il faut juste limiter le mandat, donner plus de prérogatives au Premier ministre, que le président de la République soit présent sur les médias, que le président de la République donne plus de pour que les réformes arrivent à donner plus de pouvoir à nos institutions, c'est-à-dire que les institutions deviennent beaucoup plus indépendantes, qu'on revoie les lois organiques de la CNDH, de la Cour constitutionnelle, de la RAC, et là, que ces institutions, comme Obama l'a dit, que ces institutions deviennent des institutions fortes. Et donc là, on pourrait stabiliser politiquement le pays. Mais, on peut stabiliser politiquement le pays. Maintenant, qu'est-ce que le peuple gagne? C'est moi ma question. Parce que, je vais vous dire une chose. Je suis en train de faire, je suis en train de réfléchir, de mener des petites réflexions chez moi, dans ma chambre. Quand je suis là, je réfléchis. Quand je sors, je réfléchis un peu. Je me rends compte que les 29 ans de démocratie n'ont fait que détruire le peuple, mais enrichir les politiciens. Je vous donne un exemple. C'est la démocratie qui a dit on organise les élections. On va organiser les élections. Vous imaginez que quand on va organiser les élections, est-ce que vous me suivez? Donc, quand on va organiser les élections maintenant, on va dépenser des milliards. Les milliards, le parti au pouvoir va avoir un financement de partis politiques. L'opposition va avoir un financement de partis politiques. On va organiser les élections. Maintenant, dans tout ça, le peuple gagne quoi? Maintenant, regardez avec ce que nous avons connu, avec les manifestations. Aujourd'hui, on parle de 30 millions. Donc, on parle de 50 000 $. D'autres encore parlent de 20 000 $. D'autres parlent de l'argent qui a circulé à Paris. Maintenant, rien de tout ça est vérifié. C'est des informations. C'est comme ça, pour les 30 millions, on a dit, ce n'était pas vérifié, mais devant vous, Aimé Bougué l'a reconnu. Donc, il y a de l'argent qui a circulé. C'est-à-dire, ce n'est pas pour aujourd'hui, ça n'est pas d'aujourd'hui. Donc, l'argent circule. Mais qu'est-ce que le peuple gagne dans cet argent? Au nom de la démocratie, l'argent circule. Maintenant, qu'est-ce que le peuple gagne? Qu'est-ce que la démocratie apporte au peuple togolais? Bien sûr, la démocratie nous apporte la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de religion. On fait la démocratie pour que les droits de l'homme soient respectés dans tout le pays. C'est une bonne chose. Mais sur le plan économique, sur le plan social, qu'est-ce que le peuple gagne? On va faire les réformes, bien sûr, mais qu'est-ce que le peuple gagne matériellement? Qu'est-ce que le peuple gagne socialement? Moi, je voudrais qu'on mène plus nos réflexions à ce niveau, parce que
La démocratie, pour moi, ne fait qu'enrichir les politiciens. La démocratie ne fait qu'enrichir les dirigeants de partis politiques, le parti au pouvoir ou et l'opposition. Parce que c'est en pleine élection, ceux qui gagnent, ce sont ces deux entités-là. Regardez par exemple, aujourd'hui nous avons une nouvelle Assemblée nationale. Tous ceux-là qui nous écoutez-nous très bien, nous avons une Assemblée nationale, une nouvelle. Ce sont des Togolais qui ont élu cette nouvelle Assemblée nationale. Maintenant, les gens vont avoir 1 million, 2 millions, avec des primes. Les gens vont voyager pendant 5 ans. Ceux-là qui les ont élus, est-ce que leur vie change? Rien. Leur vie ne change nullement. L'Assemblée sortante, les Jean-Pierre Fabre, les Isabella Méganville, les Alphonse Pogo, les Christophe Tchaou, les Gramani, les Apévo, ils ont été députés. Ceux-là qui les ont élus, ceux-là qui leur ont donné un mandat pour être députés, pendant leurs 5 années-là, qu'est-ce que ceux-là ont gagné socialement? Donc, par contre, eux, ils se sont enrichis. Ils sont arrivés à avoir plus d'1 million par mois. Maintenant, socialement, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce que je veux essayer de démontrer? Ce que je veux essayer de démontrer, c'est que la démocratie apporte beaucoup plus aux dirigeants qu'au peuple. La démocratie, ça apporte, regardez, lors des manifestations, on n'a arrêté aucun dirigeant politique. Mais le peuple, les Togolais ont été emprisonnés. Les Togolais sont morts. Les Togolais sont blessés. Au nom de quoi? Au nom de la démocratie. Le peuple, moi je pense qu'en termes de démocratie, ou en matière de démocratie, les dirigeants gagnent beaucoup plus, le peuple perd beaucoup plus. Bon, à l'avenir, on va mener un débat dans ce sens pour voir un peu comment on peut adapter la démocratie occidentale aux réalités africaines. Parce que pour le moment, ça ne fait que profiter aux dirigeants. Louis Michel ayant conduit la délégation à CPUE, bien sûr, la délégation parlementaire, a eu à rencontrer, à échanger avec les acteurs politiques togolais. Toutes les questions tournaient autour de la question des réformes. Et Louis Michel est un personnage controversé au Togo. Oui, vous savez, quand on était encore un peu plus jeune, on comprenait les choses d'une manière. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, peut-être 15 ans, 14 ans plus tard, on comprend les mêmes choses, mais d'une autre manière, c'est-à-dire, lui, Michel, je me rappelle, il venait ici chez Yadema au lendemain de la signature des 22 engagements. Et il disait, moi je me rappelle que le général Yadema l'avait reçu à Pia dans ce salon, et il disait que le président de la République est de bonne volonté par rapport à la mise en œuvre des 22 engagements. Donc, moi on disait que non, que le président n'était pas de bonne volonté, c'est comme ça. C'était quand à l'époque on était beaucoup plus étudiants, on venait d'avoir le bac, on était beaucoup plus jeunes, on comprenait les choses comme ça. Mais aujourd'hui, lui, Michel, il revient avec la même posture, il ne change presque pas, il ne change pas de discours, il maintient sa position. Est-ce qu'il faut lui donner raison ou il faut lui donner tort? Vous savez, quand la plupart des diplomates qui s'engagent à résoudre les problèmes politiques togolais ou à apporter un plus à la résolution de la crise politique togolaise, ils sont déçus. Et ils sont déçus, ils s'aperçoivent que, au fait, le problème, des fois, ce n'est pas le pouvoir en place. Le problème, en fait, c'est l'opposition qui est en place. Et ces dirigeants, quand il y a problème, ces diplomates, quand il y a problème au Togo, et quand ils arrivent, et quand ils voient, ils discutent avec tout le monde, mais ils se rendent compte que l'opposition, en fait, n'est pas une opposition politique. Ils se rendent compte que ce n'est pas des gens beaucoup plus responsables, mais ce sont des gens qui manquent de maturité politique. Et devant cette situation, qu'est-ce que vous pourrez faire? Quand vous êtes en face d'un pouvoir qui fait de la politique, et de l'autre côté, moi je parle des politiciens, je ne parle pas de la société civile. Je parle des politiciens, je parle des politiciens, mais je ne parle pas de la société civile. Quand vous venez dans un pays où vous avez un pouvoir qui argumente avec des faits politiques, et vous allez discuter avec l'opposition, vous voyez que l'écart est grand. Ceux-là qui sont en face, c'est-à-dire l'opposition, n'a aucun langage politique. Vous voyez que vous retrouvez en face
des mêmes politiques, des gens qui n'ont qu'une maturité politique, mais qui n'ont que ce langage, que le pouvoir la quitte. Or, en diplomatie, ce sont des choses qui sont difficilement assimilables. Et donc, Louis Michel se remet dans cette posture. Quand il vient au Togo, il se rend compte que le problème, même, ce n'est pas le pouvoir qui est en place, mais le problème, c'est l'opposition. Il se rend compte que l'opposition ne veut pas le pouvoir. L'opposition n'est pas prête pour accéder au pouvoir. Il se rend aussi compte que ceux-là qui sont là, qui se réclament de l'opposition, ne constituent en rien une alternative crédible. Donc, on ne peut pas les soutenir, encore moins leur remettre le pouvoir. Donc, devant cette situation, ce que vous pourrez faire, c'est juste de choisir le côté de la logique et le côté de la légalité. Exemple, quand ceux-là qui sont en face disent ils ne veulent plus de du président qui est en face, vous allez juste dire aujourd'hui ce qu'il faut faire, c'est de voir au niveau de la Constitution, qu'est-ce que la Constitution dit. La Constitution dit que le président de la République est éligible. Donc, on ne peut pas demander au président de quitter comme ça. Donc, devant de telles situations, vous ne pourrez choisir que le côté droit, le côté de la logique. C'est pour cela que Louis Michel ne peut pas être aimé. C'est comme la CEDEAO. La CEDEAO a voulu aider l'opposition. La CEDEAO, à un moment donné, a fait abstraction de la Constitution, a fait abstraction du code électoral, juste pour aider l'opposition, pour obéir aux caprices de l'opposition. Mais elle s'est rendue finalement compte que tout ce qu'elle a fait, elle a fait pour rien. Donc elle n'a pas en face des gens matures. C'est de la même manière aujourd'hui que Louis Michel, il se dit, cette opposition ne peut pas soutenir cette opposition, mais il faut juste accompagner ceux-là qui veulent que les choses marchent. Sauf que cette semaine, Louis Michel s'est excusé pour une chose. Parce que quand il est arrivé, il dit tout marche bien. Parce qu'à ce niveau, vous imaginez, Louis Michel, quand il était arrivé en 2004, il était arrivé encore en 2009 ou en 2011. Il a vu l'état du Togo. Plus 7 ans, 6 ans, vous voyez comment le pays change un peu. C'est politiquement que le pays a des problèmes. Et socialement. Donc, il se dit aujourd'hui, il fait le tour, il se dit, on a construit des routes, on a construit un peu de cette... Bienvenue, chers internautes, sur la www.citoyeninfo.com et sur Citoyen Info TV, bien sûr sur YouTube. Retrouvez également cette émission que nous amenons donc, ce matin sur Écho de Baie. Et nous recevons pour vous dans cette émission le point Firmin Tekouabo, journaliste chroniqueur politique. Firmin Tekouabo, bonjour. Bonjour Elie Boka, merci de m'avoir invité. Merci de toujours accepter d'écouter les grands sujets de l'actualité sociopolitique du Togo avec nous dans le point. Le point s'intéresse ce jour au plan national de développement, ce plan national de développement qui continue de faire son chemin de sensibilisation et s'invite donc dans les localités de l'ensemble du pays. Le premier rendez-vous a eu lieu donc aujourd'hui à Tchévier, où le PND a été présenté, opportunité d'affaires, exposition caravane, ont meublé donc cette rencontre. Firmin Tekouabo, le PND, les populations sont à la découverte de ce plan ambitieux de Fonds National. Oui, plan ambitieux de Fonds National, nous n'avons rien contre. Ce plan qui ambitionne apporter un plus, une valeur ajoutée à la construction de ce pays. Mais permettez que je fasse observer deux choses. La première chose, c'est une ambition politicienne, ce déplacement de Fonds National. Fonds National qui est président du Togo, que son parti se positionne déjà pour la présidentielle de 2020. Pour moi, Fonds National est en train de mener déjà une pré-campagne de proximité. Il veut aller toucher les populations à la base pour les séduire et avoir leur voix en 2020. On dit c'est une tournée nationale. Donc ça commence avec le Tchili, après ça va être d'autres localités. N'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des conseils de ministres qui ont été délocalisés. L'un a été tenu à Damibo, l'autre à Kanté. Donc c'est une politique de pré-campagne, de proximité que le président est en train de mener. La deuxième chose, c'est purement technique. On est en train de faire découvrir le plan national de développement. À ce niveau, il n'y a pas
grande chose à révéler, sauf que bon, ça va faire circuler un peu l'argent, un peu de sous dans la localité, on va faire des caravanes, on va payer les gens, l'argent va sortir un peu. Mais à ce niveau, moi je voudrais que le président de la République, à travers cette campagne, qu'il arrive à toucher du doigt les réalités togolaises. Entre-temps, il n'y a pas longtemps, on a dit que Tchévié manquait d'eau potable, que Faure Gnassingbé aille lui-même voir ça, voir ce qui se passe là-bas. Les populations de Tchévié manquent réellement d'eau, les populations de Tchévié sont en train de souffrir, il manque d'infrastructures là-bas. Vous imaginez, quand vous allez à Tchévié, vous croirez dans un gros village. Tchévié, pour moi, ce n'est pas une ville, parce qu'il y a encore des maisons abandonnées, des maisons non construites, la terre rouge, un peu partout, à certains endroits, on se croirait dans la brousse. Tchévié, pour moi, n'est pas développé, alors que administrativement, Tchévié est le chef-lieu de la région maritime, si je ne me trompe pas. Tchévié est le chef-lieu de la région maritime. Donc, pour moi, cette tournée qu'entame le président de la République avec son PND, que cela lui permette de toucher du doigt les réalités du pays, qu'il sache que le Togolais souffre, qu'il sache que Tchévié n'est pas encore développé, et qu'on soit franc et sincère avec lui, que lui-même circule dans les coins et au coin de Tchévié, qu'il voit, qu'il sache que les gens souffrent, et là, qu'il arrive à rencontrer les CDQ, les comités de développement de quartier, qui travaillent en collaboration avec les populations, et qu'on dresse sur sa table tous les besoins de la localité, afin qu'à l'avenir, avant 2020, qu'il puisse, ou d'ici la semaine prochaine, qu'il puisse commencer par apporter un certain nombre de solutions aux problèmes que connaît la ville de Tchévié. Oui, il faudrait que Agbo, Faure Gnassingbé à Tchévié, Faure Gnassingbé dans les prochains jours, sera encore dans d'autres localités. Mais la grande question qui est posée aujourd'hui est celle de savoir est-ce que ces sensibilisations répondent à la politique de communication sur le PND? Oui, c'est une manière de faire connaître le PND. La grande question est de savoir si on a besoin de tout ça pour faire ça. On a besoin de tout ça pour faire connaître le PND. Alors qu'est-ce qui justifie l'organisation de ces caravanes, de ces rencontres? Non, c'est juste le pouvoir veut faire connaître le PND. Ce que moi je trouve pas trop intéressant, parce qu'on peut choisir d'autres moyens. Bien sûr, on fait connaître le PND, tout ça, la population doit savoir ce qu'on appelle le PND. Mais l'intérêt, c'est quoi? Moi, avant qu'on ne conçoive le PND, je sais qu'on a fait déjà l'état des lieux. Il y a les Kakouboukos qui ont étudié le terrain, qui ont fait une certaine prospective, qui ont transmis au chef d'État peut-être, ou qui ont sorti un livre en rapport de l'épervier dans lequel on a dressé toutes les difficultés. On a fait l'état des lieux de ce qu'il y a sur le plan économique, sur le plan social, les difficultés que les Togolais ont régulièrement. Donc pour moi, on a fait l'état des lieux, on sait, le président sait les problèmes que traversent les communautés. Donc c'est à base de cela qu'on a pu rédiger le PND. Pour moi, faire connaître encore le PND à travers une séance de vulgarisation, pour moi, ce n'est pas trop intéressant. Moi, ce que moi, je souhaiterais, je proposerais que le président de la République, périodiquement, commence par rencontrer les responsables des localités, comme tu dis maintenant, les responsables de CDQ, en moitié, qu'on rencontre la même chose, pour qu'on puisse savoir ce qu'ont les populations comme souci. Donc là, ça va être plus concret que d'organiser des caravanes. Et puis ça va rien donner. C'est comme moi je dis, c'est beaucoup plus pour l'ambition, beaucoup plus politique. On veut faire connaître le PND et on veut mener politique politicienne à travers ça, parce qu'il faut des positions pour 2020. Donc il faut qu'il fasse une certaine campagne. La vulgarisation, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas trop perdre du temps, parce que du moment où on a toutes les réalités, du moment où on sait que les gens souffrent, ces sous peut-être pourront servir à construire des hôpitaux, à régler les problèmes d'eau, à régler les problèmes d'infrastructures scolaires, à régler les problèmes d'infrastructures de marché, à construire des marchés, et ainsi de suite. Je pense que la vulgarisation, il faut dépasser cette étape et aller au concret. Parce que quand on a lancé le PND, ce n'est pas histoire de communiquer là-dessus, mais c'est une histoire de se mettre au travail. Et quand on se met au travail, c'est plus de pragmatisme, c'est plus de transparence, c'est plus de résultats. Le PND
même à l'Assemblée nationale togolaise, la 6e législature. On se félicite donc de ce projet ambitieux, de ce plan ambitieux. Philomène Tekouago, à l'Assemblée nationale, en dehors du PLD, c'est la question de la réforme qui est imminente. Et sur cette question, la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Tchegan, promet que les réformes seront faites. Devant Louis Michel, je voudrais dire, devant une délégation des parlementaires à CPE, cette promesse a été réitérée. À quand les réformes et comment elles pourraient se faire? Je pense que c'est ce que tous les Togolais attendent de cette 6e législature. Les réformes, à quand les réformes? Pourquoi on ne fait toujours pas les réformes? Pourquoi les réformes ne sont toujours pas opérationnelles? Regardez, depuis 2006, depuis l'APG, on parle de réformes. Pourquoi on ne les fait toujours pas? Et donc, ceux-là qui réclamaient les réformes ne sont plus à l'Assemblée nationale, c'est une nouvelle équipe. À ce niveau, on peut choisir, terminer ou clore ce débat-là cette année ou ce mois-ci, ce mois d'avril. Parce qu'ils ont ouvert la session, la nouvelle session. Donc, ils sont déjà au boulot. Donc, qu'ils fassent un effort pour faire les réformes. Que les parlementaires fassent les réformes cette année. Que le pouvoir donne le OK. Que le pouvoir donne le OK et qu'on fasse les réformes. Et puis qu'on tourne cette page. Et puis, il y aura moins de manifestations, moins de bruit, moins de contestations. Parce que les gens manifestent, parce qu'on n'a pas encore fait les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Les gens manifestent parce qu'on n'a pas encore limité le mandat présidentiel. Les gens manifestent parce que le Premier ministre n'a plus trop de pouvoir. Alors il y a à ce point, à ce niveau, je voudrais faire observer deux choses. La première chose, c'est par rapport aux réformes. La deuxième chose, ce sera par rapport à la forme du Parlement. Maintenant, la première chose, je souhaiterais qu'à l'avenir, ou ce mois d'avril, qu'on aille en profondeur au niveau de la Constitution, au niveau des articles, qu'on ne s'arrête plus sur les 3 articles, mais qu'on aille en profondeur, qu'on ajoute d'autres articles, qu'on touche aux prérogatives du Premier ministre, qu'on limite le mandat et qu'on revoie aussi le problème du Sénat. Moi, je souhaiterais qu'on mette ce point-là à l'ordre du jour, qu'on discute du Sénat. Parce que le Sénat, on le crée pour régler un certain nombre de problèmes. Si les Sénégalais ont eu à créer le Sénat, c'est parce qu'ils ont eu un problème et il fallait le régler avec le Sénat. Aujourd'hui, nous avons des gens du 3e âge qui ont apporté un plus à cette politique togolaise, mais qui ne veulent pas se retirer. Alors le Sénat aurait pour rôle de les engager, de leur donner du boulot, et après, quand ce sera fait, ou quand on tombera dans une nouvelle génération, alors on pourrait fermer le Sénat. Donc on discute du Sénat aussi, de l'institutionnalisation du Sénat. Parce que dans la Constitution, il y a 2 chambres. C'est bicaméral, la Chambre des représentants et le Sénat. Donc qu'on revoit le Sénat aussi. Et puis si on n'arrive pas à faire ces réformes, la situation est finie. Maintenant, vous savez, bien sûr, on a modifié la Constitution togolaise de 1992, on l'a modifiée en 2002. Il y a des articles qui n'ont jamais été touchés, mais qui n'ont jamais, malheureusement, été appliqués. Par exemple, l'article 75, l'article qui fait obligation au président de la République de se positionner devant les députés chaque année et faire à l'État un discours sur l'état de la nation. Donc moi, je voudrais que cette assemblée-là, cette année, travaille en collaboration avec le président de la République, lui demande de venir devant elle et faire un discours sur l'état de la nation et présenter les grandes orientations de sa politique au Togo et au monde. Que cela commence cette année. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a un article qui fait obligation aux directeurs de société, aux directeurs généraux, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, au président de la République, de déclarer leurs biens. Donc, je souhaiterais que les députés fassent un effort pour que cet article-là soit mis en œuvre. Et là, il y aura moins de doutes, il y aura beaucoup plus de transparence. Les Togolais sauront à quoi s'attendre. À ce niveau, je pense que si on commence comme ça, sur le plan institutionnel et constitutionnel, il y aura moins de problèmes et le pays va avancer. La deuxième chose, et que je voudrais ajouter, c'est que, vous savez, de par le passé, nous avons eu une assemblée qui n'a pas vraiment exercé son pouvoir. Parce que nous avons eu des députés qui ne sont pas pragmatiques, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. En France, aux États-Unis, quand vous êtes député, vous maîtrisez toute la nation. Tout d'abord, vous avez une équipe autour de vous. Vous avez des assistants,
des techniciens qui vous parlent du budget, qui vous parlent de l'économie, qui vous parlent de l'industrie, qui vous parlent du numérique. Et donc, quand il y a un projet de loi ou une proposition de loi qui est sur votre table, les techniciens vous les expliquent et vous maîtrisez ces sujets avant d'aller au débat. Mais ici, il fallait qu'ils disent qu'il y a des efforts qui se font, donc il reste aux autorités d'améliorer leurs prestations pour que le peuple se sente beaucoup plus à l'aise. Donc c'est comme ça, il fallait qu'ils tiennent ce discours-là. Donc si c'est excusé, c'est parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses encore qu'on peut faire. C'est comme ça, il s'est excusé. Il allait trop vite en besoin, il fallait qu'il soit beaucoup plus diplomatique dans ses propos. Eh bien, pendant que la C14 rencontre Louis Michel et d'autres formations politiques rencontrent Louis Michel, le PNP, le Parti national panafricain multiplié à Tchadam, annonce des manifestations de rue pour le 13 avril prochain. Ces manifestations de rue reçoivent le soutien du parti Le Togo, autrement de Fulbert Atisso. Fumet Eko Abo, une remobilisation est-elle encore possible à cette période de la situation politique togolaise? Non, remobilisation, pourquoi faire? On a remobilisé, mais qu'est-ce que ça a donné? C'est l'intérêt. Pour les réformes. Pour les réformes, non, c'est tout. Dernièrement, le PNP réclamait encore le retour à la Constitution de 1992. Ça, c'est une blague, c'est tout. C'est une blague. C'est une blague. C'est juste des arguments ou des points pour rassembler, pour mobiliser. Alors l'analyse. Mais ça n'a aucun intérêt, en fait. Quand on dit retour à la Constitution de 1992, ça n'a aucun intérêt. Ce que je voudrais dire, par rapport à la remobilisation, des gens vont sortir, mais il y aura, peut-être des gens vont sortir un peu, mais il n'y aura aucun intérêt. Permettez que je fasse concerner deux choses. La première chose, c'est que le PNP s'est rendu compte qu'il a perdu du temps avec la C14. Parce que c'est son chef de file, Tchikpi Tchadam, qui a lancé le mouvement le 19 août. Et on a vu, c'est lui-même qui a remis, il a demandé à Jean-Pierre Fabre de prendre le devant de la scène. Et Jean-Pierre Fabre y est allé. Et la C14 s'est constituée. Mais ils se rendent compte qu'ils ont perdu assez de temps. Ils ont échoué. Les résultats escomptés ne sont pas là. Donc il faut reprendre la lutte entre guillemets. Donc c'est ce qu'ils veulent reprendre. Mais au fait, ça ne va pratiquement rien donner. Parce que ce qui s'est passé là, les Togolais ont compris beaucoup de choses. On le disait, les Togolais ont suivi, ceux qui suivaient ce mouvement, on leur disait à l'époque que vous n'allez nulle part. Et aujourd'hui, ils ne sont allés nulle part. Il y a tout un éclatement de la coalition, plus rien ne marche aujourd'hui au sein de cette coalition. Le PNP va avoir quelques soutiens. Il y a Djimabo qui va soutenir la manifestation. Et je pense que ceux-là qui soutiennent, ceux-là qui ne peuvent pas quitter la coalition, ce sont des partis qui ne représentent politiquement rien. La CDPA ne représente politiquement plus rien. Le parti de Wolu ne représente politiquement plus rien. Le parti de Targo Nahabia ne représente rien. Le parti de Antoine Folie ne représente plus rien. Donc ce sont des gens qui se disent, ah, si on quitte cette coalition, politiquement on est mort. Donc ce sont des gens, des mourants politiques qui veulent que la coalition soit toujours là et qui veulent soutenir peut-être le PNP. Donc ça va aller de quoi? Des mourants politiques. Des mourants politiques qui veulent soutenir le PNP. Donc il n'y a plus la vie dans cette politique-là. Donc ce que moi je dirais, c'est que les autorités fassent les réformes, le fait qu'ils manifestent leur droit constitutionnel, mais que les autorités fassent un effort pour que les réformes soient faites dans ce mois d'avril-là et qu'on passe à autre chose. Vous savez, les Africains veulent être plus royalistes que le roi. La démocratie, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais parce qu'on dit qu'il faut manifester, on ne juge pas de l'opportunité de la manifestation, et on veut juste manifester. Les gens vont sortir, peut-être les gens vont encore aller à l'encontre de la loi, on va les brimer, on va les bastonner un peu, peut-être on va arrêter quelques hommes, et maintenant ce sera fini. Après, on va retourner à la même chose. Je pense que les Africains doivent mûrir, surtout ceux-là qui sont les femmes du panafricanisme. Eh bien, Fumet Eko Abo, la C14, le PNP, je voudrais dire, annonce donc ces manifestations sur le 13 avril prochain, et une manifestation soutenue par la CDPA et le Togo autrement. Mais dans les propos, dans les déclarations de cette semaine au niveau de l'ANC, c'est le PNP qui est indexé comme
responsable de cette dislocation de la coalition. Brigitte Adjamabo disait notre départ de la coalition a fondamentalement pour cause. C'est Isabelle Abegandi qui disait. Oui. Isabelle Abegandi disait notre départ de la coalition fondamentalement pour cause l'attitude du PNP pendant les 18 mois que nous avons passé au sein de ce regroupement. La dernière goutte d'eau a été le dernier événement avec des partis politiques qui se sont précipités pour aller donner leur nom ou être à la CENI. Parti, bien sûr, elle parle bien sûr de l'ADI et du CAP. Vous voyez, c'est aussi le problème de cette opposition. Quand les diplomates, les gens comme Louis Michel, les gens comme le général Béanzin et autres suivent ces genres de déclarations, ils vont se dire, mais cette opposition n'est pas sérieuse, c'est une opposition qui s'entre-déchire. C'est-à-dire, après s'être mis ensemble un peu, après quelques soucis, maintenant bien sûr les médias, on s'entre-déchire, on se tue, on se détruit, les opposants togolais sont des blagueurs politiques, excusez-moi, mais excusez-moi, mais ils sont beaucoup plus irresponsables que responsables. Mais de quoi discute-t-il? On ne sait pas exactement, parce que c'est un problème de leadership. Quand le PNP est arrivé, la NCAC dit waouh, ceux-là peut-être vont nous rhabiller la vedette. Donc, et on nous disait avec vous, on l'a dit sur les médias, que cette coalition-là, les gens n'arrivent pas à s'entendre dans cette coalition-là. Et chacun vient avec son petit agenda dans son front, ou sur son front, dans sa petite cervelle. Chacun vient avec cette petite proposition, donc il n'y a pas d'objectif commun, il n'y a pas de ligne commune. On ne sait même pas là où on allait. Et vous ne savez même pas de quoi ils discutaient. Et vous ne savez même pas de quoi ils se disputaient. C'est tellement compliqué que, c'est-à-dire, l'opposition togolaise n'a pas un seul langage. C'est une opposition qui, pour moi, a toujours été un aller du pouvoir. Parce que quand vous entre-déchirez, vous faites plaisir à qui? Vous fragilisez, vous faites plaisir au pouvoir. Votre principal adversaire. Votre principal adversaire. Donc, pour moi, l'opposition togolaise s'est toujours comportée comme un allié du pouvoir. Et regardez tout ce qui s'est passé ces dernières années. Ça a plus profité à qui? Au pouvoir. Donc, l'opposition s'est détruite pendant ces 2 ans et le pouvoir s'est renforcé pendant ces 2 ans. Donc, quand vous vous entre-déchirez comme ça, c'est-à-dire, c'est enfantin, c'est de la blague politique. Les gens qui vous suivent, ils vont vous considérer comme... C'est-à-dire, vous perdez du temps à ceux-là qui vous suivent. Vous leur faites mal. Vous détruisez leur espoir. Vous détruisez leur vie pour rien. Parce que il y a des gens qui souffrent, qui placent en vous une certaine confiance, un certain espoir. Et à ce niveau-là, quand vous vous entre-déchirez comme ça, de grandes personnes qui s'entre-déchirent comme ça, pour un rien du tout, je pense que c'est grave. Moi, je me rappelle, ça a été comme ça entre l'ANC et le CAR, donc ils s'étaient déchirés. Après, ils se retrouvent dans une coalition. Aujourd'hui, c'est le PNP, et on met tout sur le PNP, et l'ANC se dit que, et du jour au lendemain, est-ce qu'il pourrait être possible encore qu'on puisse possible encore, ou est-ce que ce sera encore possible qu'on se remette encore dans une nouvelle coalition? Donc pour moi, cette opposition-là, ce n'est pas une opposition qui veut le pouvoir, ce n'est pas une opposition qui est une alternative crédible, c'est une opposition qui doit quitter la scène pour laisser la place aux plus jeunes, à la nouvelle génération. Parce que cette opposition, tous ces comportements, la fragilise et renforce beaucoup plus le pouvoir. Parce qu'on ne sait pas de quoi cette opposition discute. Tout à l'heure, vous évoquiez la question du leadership. Je vous le concède quand je lis Madame Maître Isabelle Abegandi qui dit « Un parti politique digne de ce nom ne lutte pas pour que son leader devienne chef de file de l'opposition, mais lutte pour accéder au pouvoir et gouverner un pays et donner sa dynamique politique et économique. » L'objectif de l'ANC n'a jamais été d'être chef de file de l'opposition, mais c'est l'alternance, les vrais résultats des élections le prouvent à suffisance. Non, je pense qu'ils veulent parler de... La dame veut parler de Jikris Olympio, qui est devenu aujourd'hui chef de file de l'opposition. Est-ce que Jikris Olympio a lutté? Vous savez, est-ce que c'est une manière de lutter ce qui s'est passé avec les élections législatives du 20 décembre dernier? Du 20 décembre dernier. La situation a été faite telle que Jikris Olympio, son parti, a eu 7 députés, je pense. Et bon, deuxième formation politique du pays sur le plan parlementaire. Et donc, elle a eu le titre de chef
le parti, la formation politique de Jigris Olympio a eu le titre de chef de file d'opposition. Donc, ce n'est pas une manière de dire que peut-être Jigris n'a pas lutté. Depuis fort longtemps, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse reprocher à Jigris Olympio, c'est l'opposant le plus emblématique dans l'histoire du Togo. Il demeure l'opposant le plus emblématique. L'opposant qui a fait trembler le régime. Il demeure l'opposant historique. C'est-à-dire tout lui est venu naturellement. Tout lui est venu naturellement. Il ne s'est pas battu pour l'avoir. Donc tout lui est venu naturellement. Surtout avec l'héritage politique de son père. De son père, de son mythe, de son charisme. Jigris Olympio, c'est-à-dire c'est lui, il demeure l'homme qui a le plus mobilisé. L'homme qui a le plus mobilisé ici au Togo, en 91, ceux-là qui connaissent l'histoire, quand vous les approchez, ils vous disent en 91, les Togolais étaient descendus lorsqu'ils ont appris que Jigris Olympio allait venir d'Accra à Lomé, et les gens étaient descendus de 5 à 7 d'Ampaon pour venir le voir, pour toucher le Robia. En 2005, des gens étaient sortis pour Jigris Olympio. Donc, quoi qu'on puisse dire, quoi que moi je puisse le reprocher ou je puisse le critiquer, Jigris Olympio demeure l'emblématique opposant de ce système, du système face à ce système-là. Donc, Jean-Pierre Fabre ne peut pas s'égaler à Jigris Olympio. C'est Jigris Olympio. Jean-Pierre Fabre a bénéficié du mythe de Jigris Olympio. Jean-Pierre Fabre a bénéficié de l'aura, ou a profité de l'aura de Jigris Olympio. C'est ça en fait. L'ANC c'est quoi? L'ANC c'est l'UFC classique. L'ANC c'est l'UFC classique. L'ANC n'est pas comme le cas qui s'est battu pour avoir un parti. L'ANC n'est pas la CDP. L'ANC est issu de l'UFC. L'ANC c'est l'UFC classique. Un parti héréditaire. Un parti héréditaire. C'est un parti héritier en fait. Donc l'ANC, ce n'est pas un parti qui est venu naturellement. C'est l'UFC classique. Aujourd'hui, l'UFC a choisi la voie modérée. L'ANC, c'est l'UFC classique. Donc, Isabelle Amegami, c'est l'UFC qui l'a fait. C'est Jigris qui l'a fait. Donc, le fait qu'elle s'adapte, c'est normal, nous sommes en démocratie. Mais il faut qu'elle sache qu'ils sont héritiers de Jigris Olympio. On peut tout lui reprocher, mais Jigris Olympio, jusqu'à présent, il demeure l'opposant le plus emblématique, le plus historique. On peut lui coller tout, mais les qualificatifs les plus intéressants qui se rivalisent lui seront toujours collés. Mais il faut, ce qu'elle dit là, moi ça me rappelle, moi en 2013, j'ai eu à interviewer Isabelle Amegami au point de chute de leur marche au lendemain des élections du 25 juillet 2013. Et à l'époque, elle disait qu'avec les résultats, c'est Jean-Pierre Fabre qui est le chef de file de l'opposition. À l'époque, en 2013. Moi, je l'ai interviewé. À l'époque, je bossais à la FM. Et je lui tends le micro. Donc, la manière dont elle avait dit, c'était elle, la première personne à avoir prononcé le mot la chef de file de l'opposition. Comme si, il savait très bien. Je l'avais interviewé, moi. Je l'avais interviewé et elle avait dit, elle avait répondu qu'avec les résultats, c'est Jean-Pierre Fabre qui demeure le chef de file, qui est naturellement élu le chef de file de l'opposition. Elle avait dit ça, elle avait dit, moi j'avais dit, ça m'a surpris la manière de le dire. Ceux-là se sont battus pour un titre comme ça et ils s'en réjouissent. Donc ce qu'elle dit aujourd'hui est en contradiction avec ce qu'elle m'avait dit en 2013. Donc, on se bat, chacun à son niveau se bat pour quelque chose. Jigris Olympio s'est battu, son parti s'est battu et son parti occupe le deuxième rang politique aujourd'hui. Aujourd'hui, eux, ils se cherchent, la dame Isabelle Amegami, tout son parti se cherche. Donc, nous leur souhaitons bonne chance qui se relève parce que, quoi qu'on puisse dire, ils représentent quand même, ils incarnent quand même un certain espoir, beaucoup de personnes autour en eux, qui fassent des efforts pour revenir sur la scène politique togolaise. Mais bien sûr que les anciens partis, que d'autres jeunes émergent dans ce parti-là. Ma dernière question à vous, au regard de la situation compliquée de ce thème Boguio qui traverse l'opposition togolaise, des observateurs font savoir que 2020 est déjà plié d'avance. Bien sûr, quand on a signé à Tchédi, 2020, Foy Gnassingbé va remplir, il n'y aura rien. 2020, Foy Gnassingbé va aller aux élections, il va gagner, il n'y aura rien. Mais que fait Foy Gnassingbé de toutes ces voix qui s'élèvent pour lui demander de ne pas être candidat en 2020? Non, écoutez, vous savez, en politique, on parle de pression. Aujourd'hui, c'est que la loi lui est profitable. La loi est de son côté, le droit est de son côté, la logique est de son côté. Des gens lui disent, il ne faut pas être candidat. Au nom du bon sens. Au nom du bon sens. Le bon sens en politique, bien sûr, on dit le bon sens est la chose la mieux partagée. C'est Descartes qui le dit, n'est-ce pas?
réfléchir autrement. Qui va quitter le pouvoir? Quelle est l'alternative crédible? C'est la question que la communauté internationale se pose aujourd'hui. Fonia Sembé intérieurement lui-même. Vous croyez qu'il ne pense pas à la tenance? Non, c'est un être humain. Quand tu montres, vous aussi vous allez penser à ça. Maintenant, Fonia Sembé chante la tenance quand il va dans tout le pays. Quand vous le suivez dans ses discours, au Libéria et autres, quand il est dit pour la CEDEAO, quand le Libéria venait d'avoir George Weah, quand vous suivez tous ces discours-là, vous sentez en lui quelqu'un qui a des valeurs de la tenance. Maintenant, il quitte. Qui pour lui succéder? C'est la grande question. Comment s'opérera la tenance? Est-ce que dans ces conditions-là, est-ce que dans ces conditions, qu'il faut essayer de quitter le pouvoir, l'opposition pourrait-elle lui succéder valablement? C'est la grande question. La communauté internationale aussi veut. Maintenant, qui peut succéder après SCP? On va remettre le pouvoir à ceux-là, à ces opposants-là. Les Burkinabés n'étaient pas prêts. Les Burkinabés croyaient qu'ils pouvaient diriger le pouvoir sans Blaise Compaoré. 28 ans, Blaise Compaoré faisait 28 ans pour voir. On l'a obligé à partir, on l'a contraint, il est parti. Roch Christian Kaboré, Zéphiré Diabaté, son chef de l'opposition, il est parti. Donc Roch Kaboré devient président. Il croyait que Blaise Compaoré s'amusait. Depuis là, qu'il est arrivé au pouvoir, combien d'attentats n'avons-nous pas enregistrés? Son système sécuritaire est détruit jusqu'à présent. Il lui faut 40, 50 ans, 100 ans avant de reconstruire un système sécuritaire. C'est 2000 ans ça. Donc le gars peut 2000 ans pour construire un pays. Ici, c'est 50 ans. Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Mais on va remettre le pouvoir à qui maintenant? Capable de maîtriser les enjeux, capable d'assurer la sécurité dans la région. Parce que n'oubliez pas que le Togo est un pays tellement stratégique sur le plan de la géostratégie. Le G5 est assis sur le Togo. Le Togo, c'est un pilier pour la communauté internationale. Donc, si on va faire partie de Fonia Sembé, tout son système qui maîtrise le contexte national et international, mais avec qui on va lui succéder? C'est la grande question aujourd'hui, le problème du Togo, c'est que nous n'avons pas en face du régime une alternative crédible. Tous ceux-là, ces opposants qui s'entre-déchirent comme ça, ils n'ont pas. Regardez, si on leur avait remis le pouvoir en 2017, qu'est-ce qui va aller advenir aujourd'hui? Si on leur avait remis le pouvoir en 2017, regardez on serait là en train de débattre de qui sera peut-être le premier ministre. De qui sera le ministre de ceci, de qui c'est nous qui avons peut-être dépassé. Donc ceux-là, les opposants ne sont pas responsables. Donc c'est pour cela que la communauté internationale ne trouve pas en eux des gens sérieux à qui il faut confier le pouvoir. Fonia Sembé aujourd'hui, c'est bizarre. Il a tout un boulevard devant lui. Il va aller aux élections en 2020. Il va encore gagner. Quand on va réviser la Constitution, si la Constitution dit que le président est éligible une seule fois, donc il va faire encore 2 mandats, peut-être en 2030, il va partir, il n'y a pas de problème. Il n'a aucun problème. Fonia Sembé, il a un boulevard devant lui. Moi je dis, c'est un homme que Dieu a béni parce que Dieu lui a donné une opposition la plus bizarre, une opposition tellement bizarre, une opposition tellement incompétente, une opposition tellement incohérente, une opposition tellement non pragmatique, une opposition tellement qui ne veut pas le pouvoir, une opposition qui ne sait même pas là où elle va. Dieu l'a tellement béni, c'est pour ça que le boulevard lui est toujours tracé. Merci à vous, Frère Tekouago. Merci beaucoup, Elie Koka. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et donc, c'est la fin de votre émission, le point sur Écho de Baie sur la www.citoyeninfo.tv. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain, toujours dans le cadre du décryptage des grands sujets de l'actualité sous-politique du pays, avec Fébin Écho Abo.